Donc, ce que nous allons étudier durant ces deux conférences sont les courants ésotériques modernes et contemporains en Occident, parce que nous avons déjà fait un petit tour par d'autres contrées, et nous allons l'étudier donc depuis la fin du XVe siècle. Donc, je vais faire une introduction qui couvre un petit peu toute cette période, et puis ensuite on subdivisera de manière chronologique l'étude de cet ésotérisme moderne et contemporain. Je vous ai marqué au tableau un certain nombre de personnages que nous allons étudier aujourd'hui, et avec leur date. Alors, on a déjà étudié les courants, les formes de pensée ésotérique dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, en ce qui concerne l'ésotérisme occidental. Et puis on a fait deux incursions dans la Kabbale judaïque et puis l'ésotérisme de l'islam. Donc là, nous revenons à, disons, l'ésotérisme occidental stricto sensu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement au XVe siècle, donc au début de la Renaissance, ce qu'on peut appeler le début de la Renaissance, que l'on commence à vouloir rassembler un ensemble assez varié et parfois un peu hétéroclite, mais un ensemble de textes, de matériaux, d'enseignements antiques. Et certains auteurs vont penser pouvoir constituer, à partir de cet ensemble de matériaux antiques et médiévaux, un ensemble homogène. Donc, ces matériaux, que ce soit des textes ou des enseignements, qu'on essaie de rassembler, viennent soit de l'Antiquité, c'est ce qu'on a vu avec le stoïcisme, le néoplatonisme surtout, mais aussi le néo-pythagorisme, la gnose, et aussi des textes associés aux trois religions du livre, donc évidemment des textes qui ressortent de la Kabbale, qu'on a vu, et aussi de l'ésotérisme de l'islam. Et c'est avec Marcille Ficin, dont on a déjà souvent parlé, mais aussi Pic de la Mirandole, qui est plus connu, de grands Florentins, et d'autres, que l'idée vient de considérer tous ces textes comme complémentaires les uns des autres, et aussi ils vont essayer d'en trouver, ils vont chercher des dénominateurs communs, des points communs entre toutes ces traditions. Et c'est là où on va voir apparaître la notion, je vous ai indiqué tout en haut, de philosophia perennis. Le terme est latin, mais c'est c'est un concept très important de philosophie pérenne. Philosophia perennis. Je vais y revenir tout de suite. Il se trouve que après 1492, 1492, cette fameuse date qui est vraiment clé, surtout donc après cette date, la Kabbale juive pénètre en milieu chrétien, ça on l'a vu, et cette Kabbale, qui va donc pour certains devenir chrétienne, va célébrer avec l'hermétisme, donc la science d'Hermès, des noces un petit peu inattendues, dans une grande vision d'analogie, un climat d'harmonie universelle, où on va chercher à disposer, disons, il y a tout un courant, donc, ou en tout cas le projet, et de mettre au diapason ces différentes traditions, ces différents textes, à les disposer en consonance, et surtout, c'est là qu'va apparaître le fameux critère de concordance. C'est-à-dire ce qu'on avait vu au tout début comme un des critères, vous savez, vu par Antoine Fèvre comme non indispensable, mais quand même intéressant, un des deux critères supplémentaires aux 4 fondamentaux qui définissent la forme de pensée ésotérique.
eh bien, ce critère de concordance va commencer à apparaître donc au XVe siècle, au début de la Renaissance. Et c'est une des grandes caractéristiques de la forme de pensée ésotérique à la Renaissance. Concordance, ça veut dire qu'on ne cherche pas simplement des consonances ou des dénominateurs communs ou des convergences entre différentes traditions ou différents textes, mais qu'on va essayer de chercher s'il y a une vision première ou primordiale qui pourrait expliquer la multiplicité après de ces expressions, mais qui se rattacherait comme à un tronc, si vous voulez, de considérer toutes ces traditions dès l'Antiquité comme des expressions, comme des branches, vous voulez, quelques-unes maîtresses, d'autres plus accessoires, mais des branches qui se grefferaient autour d'un tronc commun et avec une racine, avec des racines primordiales. C'est ainsi donc qu'apparaît cette notion de philosophia perennis, qu'on appelle aussi parfois, mais j'aime moins cette expression parce qu'elle prête plus à confusion, de philosophia occulta, donc de philosophie occulte. Et bon, on verra que l'occultisme est un courant à part entière qui va apparaître au XIXe. Donc philosophia occulta, dans le sens effectivement un peu d'une philosophie cachée. Donc il va falloir découvrir les arcanes. Donc cette philosophia perennis, elle s'applique à un ensemble de textes et d'auteurs, et elle va se détacher, c'est aussi la grande spécificité de ce qui se passe à la Renaissance, elle va se détacher de la théologie proprement dite. Parce que pendant toute la période du Moyen-Âge, évidemment c'est la théologie quand même qui domine, et là, à la Renaissance, il va y avoir une autonomisation de ce savoir ésotérique par rapport à la théologie. Alors les représentants de cette philosophia perennis, évidemment, ils sont très divers et ils constituent comme les maillons d'une chaîne, puisque l'autre critère de la transmission va aussi être fondamental et réactivé à l'époque de la Renaissance. Ils ont pour nom, ces maillons de la chaîne de cette philosophia perennis, eh bien, pour le plus ancien, Moïse déjà, Moïse, mais aussi Zoroastre, le fameux Hermès Trismégiste, dont on va parler tout à l'heure, le 3 fois très grand, qui va donner naissance donc à l'hermétisme, mais aussi Pythagore, Platon, Orphée, enfin, tous ces personnages de l'Antiquité, voire personnages un peu mythiques ou légendaires, qui sont vus comme autant de maillons de cette grande chaîne de la philosophia pérenne, c'est-à-dire qui quelque part a toujours existé et existera toujours à condition de continuer à la faire vivre et à la transmettre. Donc c'est ainsi qu'il y a un corpus de références qui se constitue à la Renaissance. Et c'est comme un puzzle, vous prenez tous les éléments qu'on a déjà vus et on va les mettre en relation, les mettre en consonance, en résonance et chercher donc une origine. C'est déjà à quelques nuances près ce que, depuis le début du 19e, on va appeler, en tout cas certains appellent la tradition. La tradition, avec un T majuscule, ou la tradition primordiale, c'est une autre expression, qui fait vraiment référence à cette philosophia perennis. Donc, perennis, ça veut aussi dire qu'il est très difficile d'en distinguer vraiment, en tout cas d'un point de vue historique, la source et l'origine, puisque ça se perd un peu dans la nuit des temps. Alors, cette autonomisation, ou cette autonomie du savoir ésotérique, la forme de pensée ésotérique, par rapport à la théologie, par rapport à la religion officielle, est vraiment, au XVIe siècle, le point de départ de ce qu'on appellera l'ésotérisme occidental. Donc, la plupart appellent l'ésotérisme occidental, commence à cette période, parce qu'il y a une prise de distance par rapport aux textes, disons tous les enseignements théologiques au sens strict.
Et évidemment, pour cette forme de pensée ésotérique, moderne, hein, qui naît à ce moment-là, eh bien, la religion officielle ou la théologie est de plus en plus vue comme l'exotérisme, comme une forme de pensée exotérique qui n'est pas évidemment à négliger, mais qui est considérée partielle ou insuffisante, ou demandant vraiment à être approfondie, complétée, pour vraiment toucher le cœur, hein, des enseignements ésotériques. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà, c'est l'esprit de la Renaissance, et c'est cet esprit qui va aussi préparer l'esprit des Lumières, hein, du XVIIIe. C'est qu'au Moyen-Âge, donc jusqu'au XIVe, XVe siècle, hein, cette autonomisation n'était pas nécessaire dans la mesure où les thématiques de la forme de pensée ésotérique, mais aussi les formes d'imaginaire dans lesquelles il s'inscrit, se trouvaient plus ou moins en phase avec la théologie, parce que c'était les mêmes, pas forcément la même vision, hein, mais les mêmes sujets qui étaient abordés, et donc on a vu cette idée qui m'est assez chère d'une forme de pensée ésotérique qui traverse une forme de pensée dominante, donc qui n'est pas à la marge, mais qui traverse, c'est-à-dire qui irrigue aussi, et qui est en lien avec une forme de pensée dominante à un moment donné. Donc, au Moyen-Âge, il est évident qu'il y a des imbrications, il y a des passerelles entre la théologie dominante et la forme de pensée ésotérique, ce qui va changer à partir de la Renaissance, et c'est ça qu'on appelle la forme de pensée ésotérique moderne, hein, ou l'ésotérisme occidental moderne, qui va à la fois prendre ses distances par rapport à la théologie et aussi épouser certains éléments de la mentalité moderne qui commence à apparaître, notamment avec la notion de progrès et d'individu. Donc là, il y a vraiment, comme toujours, hein, à la fois une continuité et une rupture, hein, incontestablement, à cette période-là. Et on ne peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans l'ésotérisme contemporain, que si on fait ce petit rappel historique, parce qu'évidemment, beaucoup d'éléments d'aujourd'hui tirent leur origine et leur fondement à cette époque, avec évidemment, comme on va le voir, des choses beaucoup plus anciennes. Donc quand la théologie, en fait, se déleste d'un certain nombre de thèmes qui sont chers à l'ésotérisme, comme l'idée de nature vivante, par exemple, de correspondance et de médiation, hein. Bon, je ne reviens pas, parce qu'on en parle depuis un mois. Quand la théologie se déleste un petit peu de tous ces sujets, alors c'est comme s'il y avait tout un champ qui était abandonné, hein, ou laissé libre, et qui va être récupéré, réapproprié par les formes de pensée ésotériques. Excuse-moi, Brigitte, je ne comprends pas ce que tu veux dire par forme de pensée. Tu pensais que c'était des idées au départ. Ah ouais, la forme de pensée, c'est ce que j'explique depuis le début, c'est que l'ésotérisme est une forme de pensée. C'est pas... En quoi ça change En quoi ça change? C'est une vision de l'homme, c'est une vision du monde, c'est une vision de la structure de l'univers, et aussi c'est une vision sur la place de l'homme dans le monde, sa mission. Hein, voilà. Ce sont des thèmes de pensée, ce sont des sujets de pensée. Ce sont des sujets de pensée, de réflexion, mais aussi de vision. Enfin, c'est une vision du monde. Simplement, moi j'aime bien cette expression forme de pensée pour expliquer que l'ésotérisme n'est pas quelque chose de farfelu, ou une sorte de grand creuset un peu irrationnel, mais que c'est une pensée. Enfin, je sais pas, c'est pas clair?
Oh, il faut se le garder. Mais voilà, c'est pour quelque part par rapport au discrédit qui va se passer, mais qui est très, en fait assez récent. Par rapport à cette façon de concevoir le monde et l'homme, que j'aime bien cette expression qui m'est pas, que j'ai pas inventée, que j'ai repris chez les historiens de cet ésotérisme, parce que c'est une, si le terme de forme de pensée choque, tu peux prendre vision. Voilà. Vision du monde et de l'homme, sachant qu'il n'y a pas de vision sans pensée, pas de pensée sans vision. Oui, une façon d'appréhender, de concevoir, voilà. Bon, on va mettre ça entre parenthèses, il faut toujours rester avec des questions. Donc, il y a un certain nombre d'humanistes érudits de la Renaissance qui vont jouer un grand rôle dans cette genèse de l'ésotérisme moderne. Donc ce corpus ésotérique moderne, il va être constitué d'abord de 3 fleuves, ce qu'on appelle les 3 fleuves ou 3 sciences traditionnelles, dont l'existence n'est pas spécifique d'une époque particulière, puisque ce sont des sciences, des enseignements qui remontent très très loin. Donc ces 3 fleuves sont l'alchimie, l'astrologie et la magie. Mais là aussi, dans le sens qu'avait le terme magie à la Renaissance, la magia, qui est en fait la science des correspondances. L'alchimie, l'astrologie, la magie. Donc là, c'est déjà 3 fleuves, 3 sciences traditionnelles qui vont constituer les fondements de cet ésotérisme moderne. Donc on en a déjà parlé, on va parler un petit peu plus de l'alchimie aujourd'hui. Et à ceci va se rajouter, à partir de la fin du XVe siècle, la Kabbale chrétienne, c'est-à-dire qui est une, on le verra avec Pic de la Mirandole, une adaptation de la Kabbale hébraïque au christianisme. Ensuite, on va voir l'hermétisme, qu'on appelle parfois l'hermétisme néo-alexandrin, parce que c'est la ville d'Alexandrie qui, encore une fois, va être le creuset de beaucoup de textes et d'enseignements qui relèvent de la tradition hermétique. Et puis, plus tard, ce qu'on appelle la philosophie de la nature, qu'on va commencer à voir aujourd'hui, dont le berceau va être l'Allemagne. Et à partir du XVIIe siècle, on va avoir d'autres apports comme la théosophie, qu'on va aussi voir aujourd'hui avec Jacob Böhm, et qu'on reverra évidemment la semaine prochaine aussi. Et puis, les mouvements rosicruciens, la Rose-Croix, et les mouvements, les courants maçonniques, de la maçonnerie spéculative qui va naître au XVIIIe, et puis les multiples sociétés initiatiques qui vont se créer dans ce sillage. Alors, là, c'est un point de vue que développe Antoine Fèvre dans ses travaux sur l'ésotérisme occidental moderne, et que je reprends parce que je trouve que c'est une vision intéressante. Il dit que, en fait, dans les temps modernes, la vision ésotérique apparaît le plus souvent comme une contrepartie. Une contrepartie ou une compensation, si vous voulez, mais plutôt une contrepartie d'une vision scientifique et sécularisée du monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se développe une vision plus rationnelle, plus scientifique, plus sécularisée, effectivement, la vision ésotérique, la forme de pensée ésotérique apparaît comme une nécessaire contrepartie pour contrebalancer, si vous voulez, la balance qui aurait tendance à pencher dans l'autre sens. Mais il le voit, et je suis assez d'accord avec lui, non pas comme une réaction, comme une sorte de réaction, une opposition
à la modernité, mais il dit la forme de pensée ésotérique peut être associée à un des deux pôles de l'esprit occidental, qui est donc la pensée mythique, la pensée symbolique, et effectivement l'autre pôle étant la pensée rationnelle, qui en Occident s'est modelée autour d'une logique de type aristotélicien. Comme si, alors vraiment là de manière très schématique, on avait deux pôles, si vous voulez, avec l'un plus rationnel, logique, dit aristotélicien, mais avec une déformation quand même de la philosophie d'Aristote, mais un petit peu revue et corrigée notamment par Averroès, on l'a vu au Moyen-Âge. Et puis l'autre pôle, plus ésotérique, plus mythique, plus symbolique, qui se rattacherait, toute proportion gardée, à la tradition néoplatonicienne. Mais vous voyez que par exemple, dans Le Point, même s'il n'est pas traité directement dans le livre, en titre, vous avez Platon. Donc, ce n'est pas forcément Platon lui-même, mais surtout, ça je pense que maintenant c'est bien clair, c'est tout le corpus néoplatonicien qui va donc avoir un rôle très important dans cette ésotérie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette idée que la pensée ésotérique, disons à l'époque moderne, serait plutôt une des réponses de la modernité naissante à des questions posées par son propre avènement, notamment toute la problématique de la position de Dieu, tout le processus de laïcisation aussi, de sécularisation de la société qui commence à ce moment-là. Donc, une réponse de la modernité plus qu'une réponse à la modernité. Vous voyez un peu la différence, c'est-à-dire de voir cette forme de pensée ésotérique plus comme une réponse que comme une réaction ou une opposition à la modernité, même si, bien entendu, il va y avoir des sujets d'achoppement entre la vision des Lumières, par exemple, qui va se développer, et la vision ésotérique. Donc, l'ésotérisme va encore une fois traverser la modernité, comme elle a traversé l'Antiquité, comme elle a traversé le Moyen-Âge, bien entendu avec des modalités différentes, mais c'est pour combattre un petit peu cette notion de marginalité de la pensée ésotérique. Et de plus en plus pour les historiens, puisque maintenant il y a des chaires d'études et l'ésotérisme, disons, voilà, c'est un savoir à part entière, c'est un savoir qui est tout sauf marginal, en fait, et qui a irrigué toutes les formes de pensée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà, bon, c'était une petite introduction, un petit préambule. Donc, le programme des 2 semaines, on va étudier 4 grands thèmes. On va étudier l'ésotérisme au cœur de la Renaissance, donc du 15e au 17e. Ça, c'est un premier grand sujet. L'ésotérisme à l'ombre des Lumières. Donc, vous voyez, au cœur de la Renaissance, parce que là, vraiment, il va jouer un rôle très important à la Renaissance, mais à l'ombre des Lumières, c'est-à-dire que là, il va y avoir un rôle un petit peu différent. Donc, évidemment, les Lumières, c'est le 18e. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. L'ésotérisme au cœur de la Renaissance, pour commencer, avec un premier point qui est la réapparition d'un ensemble de textes anciens qui ressurgissent à ce moment-là et qui va avoir un énorme succès. C'est ce qu'on appelle le corpus hermeticum. Corpus hermeticum, qui est lié à celui qu'on appelle Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, le 3 fois très grand, qui est une sorte de personnage un petit peu mythique, qui tiendrait à la fois des racines égyptiennes, avec notamment le dieu Thoth, maître des scribes, de l'écriture, des hiéroglyphes, et du savoir, de manière générale, qui va devenir en Grèce le dieu Hermès, Thoth Hermès.
Donc avec vraiment un ancrage à la fois, vous voyez, l'Antiquité à la fois égyptienne et grecque. Alors, comment cela se passe? Ça se passe à Florence. On retombe toujours sur nos villes de prédilection, Alexandrie, Florence. Et vers 1450, Côme de Médicis, le fameux Côme, confie à Marsile Ficin la création d'une académie platonicienne. Ça, je ne reviens pas là-dessus, on l'a largement vu l'année dernière. Et une dizaine d'années plus tard, il va lui demander de traduire, même avant les œuvres de Platon, il lui demande de traduire le Corpus Hermeticum, donc un ensemble de textes qui viennent d'être redécouverts, qui ressurgissent comme ça. Voilà, ça c'est vraiment le mystère de cette Renaissance à Florence, où il y a des choses très anciennes qui ressurgissent. Et donc Marsile Ficin va traduire ces textes du Corpus Hermeticum. Donc ces textes, Corpus Hermeticum, donc c'est, comme son nom l'indique, c'est un corps, un ensemble de textes, de récits attribués à Hermès Trismégiste, qui va englober un certain nombre de textes dont on pense aujourd'hui qu'ils auraient été rédigés entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. En quelle langue? En grec? Oui. Et c'est pour ça que Marsile Ficin doit les traduire en latin. Pardon? Après. 1er, 3e siècle de notre ère, et dont la fameuse ville d'Alexandrie fut le creuset. Alors les principaux textes de ce Corpus Hermeticum sont le Pimander, enfin ce qu'on traduit par Pimander ou Pimandre, Poimandres, qui est texte, un nom un peu plus grec, qui est une révélation de la sagesse divine. Il y a un autre texte qui s'appelle l'Asclépios. Asclépios, qui était le dieu grec de la médecine, qui va devenir Esculape. Asclépios, c'est un autre des titres de ces textes. Et un autre qui s'appelle Chorécosmou. Chorécosmou qui va reprendre le mythe de création de l'univers. Chorécosmou, la pupille du monde, qui est un récit cosmogonique de la création de l'univers, mais aussi des âmes humaines. Donc toujours, ces textes auraient été transmis par ce personnage d'Hermès Trismégiste. Il y a aussi des textes astrologiques, à contenu thérapeutique, où on pourrait dire que c'est déjà là l'origine de la médecine homéopathique, en vertu de ce principe de correspondance, d'analogie, des similitudes. Donc certains médecins vont situer là l'origine de cette médecine différente, de la médecine allopathique, pour soigner les corps et les âmes. On a les traités dits des merveilles aussi, qui rassemblent des écrits qui mettent en évidence les principes d'attraction, de répulsion en jeu dans la nature, donc toute cette dialectique extrêmement ancienne. Et puis la table d'émeraude. La table d'émeraude, qui est un ensemble de maximes expliquant les mystères et les lois de l'univers, et qui va être considéré à partir de cette époque, donc du XVe, comme une sorte de charte de l'ésotérisme occidental. Alors vous avez sûrement entendu au moins une phrase, une maxime de cette table d'émeraude. Je vais vous en lire un petit passage de cette table d'émeraude. En vérité, certainement et sans aucun doute, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Ça, c'est le plus connu. Mais c'est pas tout. Ça se réduit pas à ça. De même que toute chose procède d'un seul, de même, par adaptation,
elles sont nées de cette chose unique. Son père est le soleil et sa mère la lune, le vent l'a porté en son ventre, sa nourrice est la terre. C'est le père de tous les miracles du monde. Sa puissance est parfaite si elle est convertie en terre. Sépare la terre du feu et le subtil du grossier, doucement et avec grande prudence. Il s'élève de la terre vers le ciel et redescend vers la terre et reçoit ainsi la puissance des réalités supérieures et inférieures. De cette façon, tu gagneras la gloire du monde entier et toute obscurité s'éloignera de toi. C'est la puissance des puissances qui étend sa victoire sur toutes les choses subtiles et pénètre toutes les choses solides. Ainsi est créé le petit monde sur le modèle du grand monde. De cela et en cette manière se font de merveilleuses applications. C'est pourquoi je suis appelé Hermès Trismégiste, car je possède les 3 parties de la sagesse du monde entier. Parfait est ce que j'ai dit de l'œuvre du soleil. Bon, ça c'est un passage de la table d'émeraude qui permet de comprendre aussi pourquoi toute la tradition alchimique liée à l'idée de transmutation de la matière et de l'homme va se référer à ce texte de la table d'émeraude, entre autres. J'ai choisi aussi un autre petit extrait du Poimandres, puisque là aussi c'est quand même très caractéristique de ce qui apparaît, de ce qui ressurgit à la Renaissance et qui va vraiment beaucoup se diffuser. Alors, petit extrait du Pimandre. « Tu m'as enseigné toutes choses comme je le voulais, ô Noüs. » Noüs, l'esprit. Mais parle-moi encore de la remontée telle qu'elle se produit. Bon. Ça, on l'a vu largement, ce thème de l'ascension et de la remontée. À cela, Poimandres répondit. D'abord, dans la dissolution du corps matériel. Tu livres ce corps lui-même à l'altération et la forme que tu avais cesse d'être perçue. Et de cette façon, l'homme s'élance désormais vers le haut à travers l'armature des sphères. À la première zone, il abandonne la puissance de croître et de décroître. À la seconde, les industries de la malice fourbent désormais sans effet. À la troisième, l'illusion du désir. À la quatrième, l'ostentation du commandement démunie de ses visées ambitieuses. À la cinquième, l'audace impie et la témérité présomptueuse. À la sixième, les appétits illicites que donne la richesse. À la septième zone, enfin, le mensonge qui tend des pièges. Vous voyez, toute cette ascension progressive, étape par étape, qui permet quoi? Une sorte de dépouillement, à la fois des formes terrestres, corporelles, mais aussi de ce qui est le désir, les passions, le mensonge, en fait, tout ce qui attache à ce monde. Et alors, dénudé de ce qu'avait produit l'armature des sphères, il entre dans la nature ogdoadique. L'ogdoadique, c'est ce qui est fondé sur le nombre 8, qu'on trouve beaucoup en Égypte par rapport au mythe de création, avec des créations ogdoadiques à partir de 8, ensemble de 8 divinités, ne possédant que sa puissance propre. Et il chante alors les êtres des hymnes au Père. Et alors, en bon ordre, ils montent vers le Père, s'abandonnent eux-mêmes aux puissances, et devenus puissance à leur tour, entrent en Dieu. Car telle est la fin bienheureuse pour ceux qui possèdent la connaissance, devenir Dieu. Eh bien, à cette heure, que tardes-tu? Ne vas-tu pas, maintenant que tu as hérité de moi toute la doctrine, te faire guide de ceux qui en sont dignes, afin que le genre humain, grâce à ton entremise, soit sauvé par Dieu? Voilà. Alors, bon, ça c'est un tout petit extrait du Poimandres pour vous montrer un petit peu la thématique.
de l'ascension, mais aussi de ce qui est et qui va être développé à partir de cette époque, comme la rédemption à la fois de l'univers, mais aussi du genre humain. C'est-à-dire comment cette humanité peut être sauvée, peut se rédimer, peut se purifier en remontant vers Dieu. Et à la fin, vous voyez que l'objectif est quand même de devenir Dieu. Bon, c'est ce qu'on a vu sous de multiples formes, depuis l'orphisme, le pythagorisme, tout ce qu'on a vu, mais vous voyez, là c'est quand même un texte donc, qui serait, oui, c'est toujours la même chose avec des formulations et des formes différentes, et donc des conflits aussi différents selon les époques. Alors, la réputation de la table d'émeraude notamment, qui fait un peu penser presque aux propos d'Héraclite, parce que ce sont des maximes extrêmement synthétiques, courtes, mais aussi extrêmement profondes, mais mystérieuses, et que l'on peut interpréter de multiples manières. Cette table d'émeraude, notamment, va être infiniment commentée, et par des auteurs extrêmement variés, puisqu'on dit que Newton s'y est beaucoup intéressé, et aussi de manière plus proche, Jung, dans la psychologie des profondeurs qu'il va développer. Alors, quel est l'impact et l'influence de cet hermétisme, qu'on va appeler l'hermétisme néo-alexandrin, puisqu'évidemment, là on est à Florence, et donc c'est néo-alexandrin, on revient à Alexandrie du début de l'ère chrétienne, en fait. Cet hermétisme néo-alexandrin va susciter une forme d'universalisme religieux, c'est-à-dire qu'il va irriguer toutes ces visions d'un certain universalisme religieux dont certains théologiens chrétiens avaient préparé plus ou moins la place, et je pense notamment au cardinal Nicolas de Cuse, le fameux Cusin, Nicolas de Cuse, qui va développer toute la notion de docte-ignorance, vous vous rappelez, mais aussi de coïncidence des opposés, pour comprendre mieux à la fois l'unité et le rapport de l'un et du multiple. Donc cet hermétisme va se développer et s'introduire dans beaucoup de discours étrangers d'ailleurs à l'ésotérisme proprement dit, puisqu'on va le trouver, cette vision hermétique, on va la trouver notamment dans la science de l'époque, par exemple chez un Copernic, qui connaît le Corpus Hermeticum et qui le cite, mais aussi chez Kepler. Donc tous ces scientifiques qui vont révolutionner, évidemment, notre vision de l'univers. Donc voilà quelques éléments, bon c'est rapide, mais c'est un point évidemment très important de l'ésotérisme moderne qui surgit à la Renaissance, le Corpus Hermeticum. Deuxième élément, ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne. La Kabbale chrétienne, puisque en général, quand on parle de Kabbale, tout de suite, ce qui vient, c'est évidemment le judaïsme, la Kabbale hébraïque. Mais il faut savoir que, bon, c'est ce qu'on a vu déjà autrefois, c'est que l'exode des Juifs, à partir de 1492, donc de l'Espagne vers d'autres pays du bassin méditerranéen, va permettre une large diffusion de la Kabbale hébraïque et va susciter le développement de sa variante chrétienne. Alors, la Kabbale chrétienne ne date pas de Pic de la Mirandole, mais c'est quand même avec lui qu'elle apparaît vraiment, et qu'elle va se développer. Pic, je vous rappelle les dates, c'est le 15e, c'est 1463-1494, donc fin du 15e. Ce que Pic de la Mirandole va tenter, puisqu'il va s'intéresser à la Kabbale hébraïque, et donc à tout ce qu'on a vu, les Sefer Yetzira, le Zohar, le Bahir, tout ça il va bien le connaître, puisqu'il va apprendre même l'hébreu, pour cela. Il va tenter une sorte d'interprétation, d'herméneutique du christianisme, avec les mêmes méthodes avec lesquelles les Juifs fonctionnent, les utilisent pour découvrir les vérités cachées, ésotériques, dans les textes des Écritures. Donc c'est plus une adaptation
C'est plus une adaptation des méthodes de la Kabbale hébraïque à l'interprétation des textes chrétiens que véritablement une Kabbale chrétienne. Ces thèses, vous connaissez, thèses de Pic de la Mirandole qui vont faire tant de bruit, ces 900 conclusions marquent le début de ce courant, de la Kabbale chrétienne. Il y affirme, donc là, il va très loin, et là on peut ne pas forcément partager son point de vue, il y affirme que le judaïsme ésotérique s'identifie au christianisme. Alors là, je crois qu'il est allé très loin dans l'idée de convergence, puisque, bon, voilà, il y a quand même une forte emprise du christianisme sur Pic, donc il va aller jusqu'à dire qu'aucune science ne prouve mieux que la Kabbale et la magie la divinité du Christ. Là, je pense que c'est un point de vue que, évidemment, beaucoup de kabbalistes ne partageraient pas, et n'ont pas d'ailleurs partagé. Ça fait partie peut-être du côté un petit peu extrême de Pic de la Mirandole. Mais il est tellement enthousiaste, évidemment, de cette méthode d'interprétation de cette Kabbale chrétienne que voilà, il y voit vraiment une sorte d'assimilation, ce qui n'est pas forcément très juste. Alors, la philosophia perennis, donc, et la Kabbale chrétienne vont, à partir de ce moment, exprimer vraiment le besoin de pratiquer une concordance des diverses traditions. Au cœur de cette concordance, il y a donc évidemment l'étude des correspondances entre les différents niveaux de réalité, cette thématique récurrente de l'ascension et du retour à l'unité à l'origine, mais aussi la pratique d'une herméneutique qui transfigure celui qui la pratique. Donc là, l'expérience de la transmutation, de la transfiguration à partir de cette pratique d'une herméneutique, c'est-à-dire d'une interprétation. Donc chez Marcille Fissin, par exemple, l'hermétisme et le platonisme, le néoplatonisme, servent à souligner la grandeur de l'homme. Donc là, ça aussi, c'est une rupture de la Renaissance. On met l'accent sur la place privilégiée de l'homme dans cette structure hiérarchisée de l'univers, et on va de plus en plus accentuer cette idée de grandeur de l'homme, de dignité de l'homme. Ça, c'est le grand thème de Pic de la Mirandole. Dignité de l'homme, liberté de l'homme. Et de l'homme en tant qu'individu, c'est-à-dire il est plus simplement un microcosme qui reflète les lois du macrocosme, mais il est un individu à part entière qui a la faculté de décider en toute liberté de son destin. Alors qu'il est vrai que la pensée médiévale est quand même très marquée par une sorte de soumission, on pourrait dire, de subordination du destin individuel au destin plus collectif, où il y a au moins une communauté de destin. Donc ça, c'est vraiment les deux grands humanistes, Fissin et Pic, qui vont mettre l'accent et le prologue des conclusions de Pic avec de la dignité de l'homme est vraiment un peu la charte de cette pensée de la Renaissance. Bon, il faut aussi savoir que cette Kabbale chrétienne, cet hermétisme, la magie, l'alchimie vont se conjuguer chez de nombreux auteurs, y compris quand même certains théologiens qui quand même continuent d'être assez fascinés par cette vision, même si c'est parfois en conflit avec leur hiérarchie. Je pense notamment à Guillaume Postel, qui est un des grands noms de cette époque, qui va être exclu de l'ordre des jésuites par sa trop grande familiarité avec ces visions. Troisième élément, donc on a vu le corpus hermeticum, donc l'hermétisme, la Kabbale chrétienne. Troisième élément fondamental qui va nous occuper un peu plus, c'est l'apport, là, cette fois, allemand, de l'Allemagne de cette époque, avec la naissance
de ce qu'on peut appeler la philosophie de la nature et de la théosophie. Alors, pourquoi l'Allemagne? En Allemagne, en tout cas dans les pays germaniques du XVIe siècle, la vision de la réforme, notamment luthérienne, va freiner, voire parfois même s'opposer, à la diffusion et à la réception de ce néoplatonisme, de cet hermétisme et de la Kabbale, c'est-à-dire de ces éléments qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on n'y trouve rien de comparable à l'Académie florentine pour diffuser ces idées. Et donc, il va y avoir une autre vision qui va se développer, ce qu'on appelle la théosophie, c'est-à-dire l'étude d'une sagesse divine, très ancrée aussi à la vision d'une nature vivante. Et ça permet de comprendre pourquoi c'est en Allemagne que va se développer cette philosophie de la nature qui va tant influencer la littérature romantique, notamment au XIXe. Goethe, Schelling, les grands poètes allemands qui vont être très influencés par ce qui va se passer donc au XVIe avec ces grands personnages qu'on va voir. Il va y avoir deux branches maîtresses qui sont d'une part le courant théosophique de Jacob Böhm, marqué au tableau, et aussi le premier courant qu'on appelle la première Rose-Croix, qui va à partir de là se diffuser pour donner naissance à un certain nombre de mouvements rosicruciens. Donc c'est ça qu'on va étudier. Paracels, Jacob Böhm et la première Rose-Croix. Alors, Paracels d'abord. Il est suisse d'origine. Ses dates, c'est 1493-1541. Et c'est un surnom, Paracels. Son vrai nom n'est pas celui-là. Il s'inspire du souvenir d'un célèbre médecin romain, latin, qui s'appelait Cels, qui était surnommé l'Hippocrate latin, c'est-à-dire le grand médecin de l'époque latine, Cels. Et donc c'est le surnom qu'il va prendre en hommage, en souvenir de ce médecin romain, Paracels. Lui, il est médecin et alchimiste. Paracels. Oui, Paracels. Il va parcourir l'Europe, il va beaucoup voyager, il va soigner et il va écrire. Il va laisser une œuvre tout à fait considérable. Alors, petite parenthèse quand même pour se rappeler qu'est-ce qu'on entend par alchimie. Puisque dit médecin alchimiste, qu'est-ce que l'alchimie? C'est à la fois un art et une science, une discipline qui établit des relations étroites entre la vie des métaux et l'évolution de l'âme humaine à travers tout un langage allégorique et symbolique. Le fondement même de l'alchimie, c'est de dire que la purification des matériaux, des matières premières, qui permet d'obtenir par purification successive, par étapes successives, par œuvres successives, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge, cette purification qui permet d'obtenir la pierre de la sagesse ou la pierre philosophale permet non seulement la transmutation des métaux non précieux, comme par exemple le plomb, en argent ou en or, la transmutation du plomb en or, bon, ça c'est le côté matériel, physique, mais aussi et surtout permet une purification de l'âme ou de l'être humain indispensable pour l'obtention d'une connaissance supérieure.
d'une gnose, d'une connaissance supérieure. Et donc, c'est pour ça que les alchimistes ont leur laboratoire, avec les éprouvettes, avec leur athanor, qui est scellé, qui est hermétique. C'est dire aussi le lien entre l'alchimie et l'hermétisme. Mais ils ont aussi un oratoire, laboratoire et oratoire, un oratoire pour prier, puisque ça fait partie aussi de, autant que le laboratoire, de la vie de l'alchimiste. Alors il y a des alchimistes très, très célèbres, comme Nicolas Flamel, Lulle aussi, parfois est associé à cette tradition alchimique, et Paracels, donc, qui est un des grands alchimistes de l'époque. Donc il va laisser Paracels une œuvre considérable et il va proposer une vraie synthèse, son œuvre est assez encyclopédique, une synthèse de nombreuses disciplines comme la médecine bien sûr, mais aussi les sciences naturelles, la philosophie, l'anthropologie, la théologie, et il envisage la réalité comme un grand organisme, donc ça c'est propre à tous les alchimistes, nature vivante, donc un grand organisme vivant, où se marient le visible et l'invisible. Un tout, donc l'univers est un tout, où s'agencent harmonieusement le spirituel, le psychique et le matériel. On va trouver cette harmonisation des trois mondes, comme toujours. Une unité vivante dont les déséquilibres provoquent troubles et maladies. Il va y avoir une interprétation de la maladie comme un dysfonctionnement entre ces trois plans de l'être humain, entre le plan physique, le plan psychologique et le plan spirituel. Alors la réalité serait un grand organisme. Un grand organisme vivant, où se marient le visible et l'invisible, puisque quand on parle de l'esprit, nous, c'est pas forcément quelque chose de très tangible, très visible. Et surtout cette vision où les trois mondes, donc matériel, psychique et spirituel, doivent s'harmoniser. Et s'ils ne s'harmonisent pas, c'est l'origine donc de dysfonctionnement qu'il va appeler maladie. D'où évidemment une médecine qui va englober, une médecine beaucoup plus globale, on dirait aujourd'hui holistique ou holistique, qui ne vise pas à soigner simplement le physique, mais aussi le psychique et le spirituel. C'est pour ça qu'il y a cette dimension spirituelle très importante dans l'alchimie. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé de l'alchimie par le côté toujours le plus sensationnel, la transformation du plomb en or, ce qui est aussi vrai pour certains qui ont peut-être effectivement été tentés par cet aspect-là, mais il faut bien voir que essentiellement c'est une explication symbolique, ce plomb en or par rapport au plomb intérieur à transmuter en or spirituel. Alors la pensée de Paracels, elle est très attentive, comme toujours dans l'ésotérisme, aux médiations, c'est-à-dire au monde intermédiaire, aux similitudes, aux correspondances, la loi d'analogie entre le microcosme et le macrocosme, et elle va s'appuyer sur deux traditions que Paracels renouvelle d'une certaine manière, l'alchimie et l'astrologie. Qui sont, et avec la magie, comme dit les trois fleuves, qui sont vraiment basés sur cette notion de similitude, de correspondance, d'interdépendance entre les plans. C'est ça la magie. La magie, elle s'appuie sur deux grandes disciplines qu'elle renouvelle, que Paracels renouvelle, l'alchimie, l'astrologie. Mais aussi la magie, quelque part, comme science des interdépendances. Des interrelations. Alors il va écrire un grand livre qui s'appelle Le discours de l'alchimie, troisième fondement de la médecine. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, considérer l'alchimie comme un fondement de la médecine, ça peut surprendre. Et il souligne dans ce prologue que la nature, si elle est laissée, si elle est livrée à elle-même,
ne va pas pouvoir rejoindre la perfection originelle. C'est-à-dire que la nature a besoin de pour se parfaire. Et ça, c'est vraiment très important dans la vision de l'époque. Moi, je parlais tout à l'heure de grandeur, de dignité de l'homme. L'être humain est vu comme ayant une responsabilité immense dans la rédemption de la nature, dans le fait que cette nature, dans sa globalité, puisse rejoindre l'unité ou la perfection ou l'état d'harmonie originel. Il n'est pas un spectateur, il n'est pas un élément isolé, hein, où il fait partie de la nature, cet être humain, mais il a cette mission, cette responsabilité d'œuvrer activement à la rédemption de la nature. Alors je vais vous citer simplement un petit passage de Paracelse qui est tiré de ce discours de l'alchimie, troisième fondement de la médecine. Simplement pour vous donner un petit exemple. Venons au troisième fondement de la médecine, qui est l'alchimie, en laquelle, si le médecin ne s'exerce avec très grande étude et affection et ne s'y rend très parfait, tout ce qu'il sait d'autre chose lui est inutile et vain. Parce que la nature est si subtile et habile en ces choses qu'elle ne peut être prise ni comprise sans grande industrie. Car elle ne produit rien qui ne soit parfait pour sa fin, mais il faut que l'homme perfectionne tout. Et cette perfection s'appelle alchimie. Voilà. Le rôle de l'homme est d'œuvrer au perfectionnement de la nature, de l'univers, et cette perfection, ou ce processus de perfectionnement, s'appelle alchimie. L'alchimiste est comme le boulanger qui cuit le pain. Sans l'alchimiste, on mangerait du pain cru. Et ça serait assez indigeste, non? Bon, c'est une image. L'alchimiste est comme le boulanger qui cuit le pain, ou comme le vigneron qui exprime et pressure le raisin pour préparer le vin, ou le tisserand qui fait le linge et les draps. Ainsi, quand la nature a produit quelque chose pour l'utilité de l'homme, c'est l'alchimiste qui la prépare et la rend prête à s'en servir. Ça rappelle beaucoup la critique, tout ça. Bien entendu. À savoir qu'après que tu auras atteint la connaissance de la philosophie et astronomie, c'est-à-dire la nature des maladies et médicaments et leur entière concordance, la plus grande chose et principale conclusion et le plus nécessaire point est de savoir comme il te faut appliquer ce que tu fais. Donc ça, c'est aussi un clin d'œil à l'alchimie opérative, c'est-à-dire que l'alchimie, c'est pas une vision, une forme de pensée simplement, c'est aussi une application concrète, notamment à visée thérapeutique, pour soigner les dysfonctionnements. Bon, quelque part, on peut penser que la médecine aujourd'hui psychosomatique ou spiritualo-psychosomatique, qui intègre les trois plans, est une application ou une résurgence de cette vision alchimique, astrologique ou magique. Mais vous voyez, j'aimerais vous sensibiliser au fait que ça s'appuie sur des fondements métaphysiques, philosophiques, une forme de pensée, et pas simplement des éléments fantaisistes, irrationnels, surnaturels, etc. On sait Copernic et Kepler, par exemple, ont-ils pu s'appuyer sur ce genre de choses? Ça me paraît. Parce que ce sont des scientifiques qui vont puiser dans la vision, par exemple, de Ptolémée, enfin la vision antique, donc ils vont connaître parfaitement le néo-pythagorisme, le néo-platonisme. Ils sont, vous savez, Kepler, il
met au goût du jour les 5 solides platoniciens. Et sa vision de l'univers est basée sur l'imbrication des 5 solides platoniciens. Parce que, voilà, aujourd'hui, on a coupé la vision scientifique de cette vision philosophique ou ésotérique. Mais je pense un des intérêts, entre guillemets, de ce cycle, c'est de montrer qu'il y a une imbrication, il y a une irrigation. Et Newton va s'intéresser beaucoup à l'alchimie. Et Copernic, Kepler, entre autres, mais bien d'autres. Paracelse, pour finir avec Paracelse, le rayonnement de sa pensée est vraiment considérable. Et, pour répondre aussi à la question, il va influencer beaucoup de monde, et pas simplement des gens qui s'intéressent à l'ésotérisme, mais aussi des scientifiques, notamment des chimistes, des chimistes qui vont s'intéresser à l'œuvre de Paracelse, et évidemment la médecine aussi. Donc il met l'accent sur l'individu, vous l'avez compris, et il faut savoir aussi qu'à cette époque, et un petit peu plus tard, l'alchimie est vraiment une science qui est très, très célèbre. Il y a beaucoup de manuscrits qui circulent au XVIe, au XVIIe siècle. Elle est encouragée par les grands de ce monde. Je pense par exemple à des empereurs allemands comme Rodolphe II de Prague. Si vous allez à Prague, vous allez voir des traces de cette tradition alchimique. Et il y a beaucoup d'alchimistes à la cour de Rodolphe II. De nombreux princes sont formés et sont très fascinés par cette science alchimique. Et Newton va lui consacrer un temps considérable à étudier les manuscrits alchimiques. Il va même écrire dans son traité d'optique, en 1704, « Le changement des corps en lumière et de la lumière en corps est tout à fait conforme aux lois de la nature, qui semble ravi par la transmutation. » Et quelque part, aujourd'hui, avec la vision quantique, onde, corpuscule, c'est quelque part une résurgence, une revivification de certains éléments. Je ne dis pas de tous les éléments, mais de certains éléments qui appartiennent à ce corpus ésotérique. Alors, nous continuons notre étude de l'ésotérisme au cœur de la Renaissance avec un autre courant qu'on appelle la théosophie. La théosophie de Jacob Böhm. Jacob Böhm, oui. C'est en Allemagne qu'apparaît ce grand courant théosophique, donc avec le personnage de Jacob Böhm, donc 1575-1624, qui est surnommé parfois le prince de la théosophie chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle théosophie? Théosophia, ça vient du grec. Sagesse divine, connaissance divine, qui est une forme donc d'approche, de discipline, qui va scruter les mystères de Dieu, les mystères de la divinité, à partir d'une interprétation spirituelle, symbolique, des textes sacrés de l'univers. Donc, c'est assez vaste, au sens étymologique, puisque de ce point de vue, on peut dire que la Kabbale judaïque, le courant initié par Böhm pour le christianisme, mais aussi certains aspects du soufisme qu'on a vu en islam, peuvent être considérés comme des théosophies. Alors, disons théosophie, et certains, disons, l'appellent ainsi. Il faut aussi faire un distinguo qu'on fera avec la pansophie, Pansophia, qui est la sagesse du tout, de l'unité, avec lesquels aussi il va y avoir des liens. Alors, Jacob Böhm, c'est un cordonnier qui est établi à Görlitz, en Allemagne orientale,
et il voit son existence basculer en 1600 suite à ce qu'il va décrire comme une sorte d'extase ou d'illumination. Alors, là je ne vais pas passer beaucoup de temps sur Boehme, mais il va avoir une influence importante, et c'est Hegel qui va notamment plus tard s'intéresser à la pensée de Boehme. Il va dire de Boehme l'absolue unité divine et la réunion de tous les contraires en Dieu. Voilà ce qui caractérise la vision de Boehme, qui va effectivement essayer d'allier à la fois une vision moniste, on va dire, c'est-à-dire de l'unité divine, mais aussi tous ces contraires ou tous ces opposés qui vont s'exprimer, parfois à travers un certain dualisme. Et là, il va essayer de concilier monisme et dualisme. En effet, chez Boehme, il va y avoir l'explication de tous ces opposés ou ces contraires, qui sont toujours aussi intéressants d'étudier dans la pensée hermétique. Tout est à la fois simple et double, visible et invisible, comme on l'a déjà vu, unifié et divisé, clarté et ténèbres, et tout ça est assez inséparable. C'est pour ça qu'à propos de Boehme, on va parfois parler de pansophie, c'est-à-dire une connaissance de l'unité en tant que totalité, cette vision du tout. C'est toujours un univers comme un organisme vivant dont chaque organe renvoie à tous les autres. Donc toujours le principe d'analogie, décliné chez Boehme aussi par la magie, l'astrologie et l'alchimie. Alors, l'accueil qui lui fut réservé à Boehme fut assez contrasté, et pourtant, à partir du XVIIe, son œuvre va avoir un impact absolument énorme, et sa vision sera peu à peu laïcisée ou sécularisée, et elle sera une des sources essentielles de la littérature romantique et de la philosophie de la nature qu'on va trouver notamment en Allemagne au XIXe. Alors ses œuvres, c'est l'aurore naissante, les trois principes, le grand mystère. Il va avoir tout un rapport assez visionnaire à la réalité, et il va tenter donc cette grande synthèse, monisme, dualisme, liée autour de la notion de coïncidence et de complémentarité des opposés. On ne dit pas plus sur Boehme, parce que là, on devrait quand même traiter les autres sujets, mais c'est là qu'on peut situer la naissance de la théosophie, qui ensuite va se développer au XIXe et XXe. À ne pas confondre avec la société théosophique, qui est une des formes que va prendre cette théosophie au XIXe. Mais la théosophie est un concept beaucoup plus global. Comme la Rose-Croix va donner un grand nombre de courants rosicruciens, ou la maçonnerie va aussi donner un grand nombre de loges ou de structures différentes. Mais ça, on le verra plus la semaine prochaine. Alors, autre élément fondamental du XVIIe, c'est la naissance de la Rose-Croix. De la Rose-Croix, donc de cette alliance entre la rose et la croix. C'est au début du XVIIe siècle qu'apparaissent les premiers textes imprimés, en tout cas connus, concernant la Rose-Croix. Donc on est toujours dans cette période 15e, 17e. Et c'est en Allemagne, entre 1614 et 1616, que 3 textes vont être publiés, 3 textes anonymes, mais dont on connaîtra plus tard les auteurs. Alors ces textes, qui constituent la charte fondatrice de la Rose-Croix, sont les échos de la fraternité du très louable ordre de la Rose-Croix, qu'on appelle de manière plus condensée en latin fama fraternitatis. Donc l'histoire de la fraternité,
Fama Fraternitatis. On a un autre texte qui s'appelle la Confession de la Fraternité, et un troisième qui s'appelle les Noces chimiques de Christian Rose-Croix. Donc cette trilogie, c'est vraiment une trilogie, trois textes, qui va très vite s'imposer comme la Bible. Les Noces chimiques de Christian Rose-Croix, CRC. Christian Rosenkreuz, disons par allemand. Christian Rosenkreuz, Christian Rose-Croix. Donc c'est la Bible des Rose-Croix, et son succès va être immédiat et immense, tout autant que la polémique qui va l'accompagner, puisqu'on ne sait pas exactement qui sont les auteurs de ces textes. 2 siècles plus tard, Goethe se demandera encore, mais qui donc a marié les roses à la croix ? Qui est donc à l'origine de ce mariage rose et croix ? Alors, ça fait beaucoup parler. La plupart des grands esprits du temps, y compris Descartes, y compris Leibniz, vont se passionner pour l'émergence de cette rose-croix. Le premier texte, donc Fama Fraternitatis, est adressé à tous les savants de l'Europe. Et c'est là où on va voir vraiment, avec ce mouvement Rose-Croix, une des grandes spécificités de l'ésotérisme moderne, dans le sens où cette pensée ésotérique veut faire corps avec la pensée environnante. Et donc, voilà, reste à savoir qui est la cause et qui est l'effet. En tout cas, il y a un effet concomitant entre un certain développement de l'ésotérisme et ce qui se passe au niveau scientifique, technique. Donc, il s'adresse à tous les savants de l'Europe. Et ce n'est pas anodin, puisqu'on va y trouver dans ce texte une critique de la situation spirituelle de l'Europe, qui va être accompagnée de considérations sur une possible rédemption de l'Europe, non pas grâce à l'Église ou aux Églises, mais grâce à une science spirituelle universelle. Donc là, il va y avoir le détachement par rapport à la théologie, à l'Église dominante, c'est très clair, une science spirituelle universelle et qui quelque part avait été préparée par nos humanistes de la Renaissance. Et cette science spirituelle universelle, eh bien, elle se caractérise par le fait que le cœur et la connaissance doivent s'unir. Pas simplement une recherche de connaissance, mais aussi le cœur. Qualité de cœur, de bonté, de générosité, de fraternité, qui est mise en avant. Ce texte, Fama Fraternitatis, comprend aussi des éléments de Kabbale chrétienne, de pythagorisme et une très forte influence de Paracelse. Donc là, il y a vraiment une conjonction de beaucoup d'éléments donc qui ne sont pas inventés à ce moment-là, mais qui sont vraiment dans une continuité et avec un éclairage particulier. À quoi s'ajoute donc cette biographie d'un personnage mystérieux, personnage un peu mythique, un peu comme le fameux Hermès Trismégiste dans un autre contexte, qui est le fameux Christian Rosenkreuz, qui est souvent dénommé par ses initiales, CRC, qui est considéré comme un grand voyageur qui aurait séjourné notamment en Égypte. Donc là aussi, un ancrage, comme pour l'hermétisme avec l'Égypte, mais aussi en Arabie, puis se serait retrouvé en Allemagne pour y fonder cette fameuse fraternité. Alors, cette première Rose-Croix va avoir un impact, comme j'ai dit, immense, et surtout, ce courant rosicrucien va avoir 2 conséquences. D'abord, il fortifie l'intérêt de l'époque pour
les spéculations théosophiques sur la nature dans le sillage de Paracels. Là, il y a vraiment un héritage de paracelsien pour ce mouvement Rose-Croix. Et ensuite, donc, philosophie de la nature, ce qui sera en Allemagne très important au 19e. Donc là, il y a vraiment une influence très importante de la Rose-Croix là-dessus. Et deuxième conséquence, c'est le fait de créer un mouvement, une fraternité autour d'un certain nombre de valeurs, va susciter l'apparition, va encourager la création et l'apparition de multiples sociétés de type ésotérique. Des sociétés ésotériques, des sociétés initiatiques en Occident, à partir du XVIIe siècle, qui vont trouver dans ce premier, entre guillemets, courant de la Rose-Croix, une impulsion très importante. Le récit, disons le mythe, mais par rapport à l'origine étymologique du mot mythe, c'est-à-dire l'origine, les fondements métaphysiques de la Rose-Croix vont véritablement marquer un tournant dans l'ésotérisme moderne. Et c'est là où il va y avoir, on peut dire, continuité, mais rupture, dans le sens où à partir de la Rose-Croix, l'ésotérisme se modernise en s'appropriant autant l'autorité de la tradition, c'est-à-dire de ce qui est avant, que la promesse du progrès. Et là, il va y avoir une innovation dans le sens où ce mouvement Rose-Croix va s'approprier cette idée naissante d'un progrès, pas comme on l'a vu jusqu'à maintenant, dans le sens d'un retour, d'une ascension, d'un retour à l'état originel, mais dans le sens d'un progrès historique, et cette fameuse vision un peu linéaire qui est le propre de la vision moderne, où, pour vous dire les choses très simplement, aujourd'hui est forcément meilleur qu'hier, et avec cette idée de lendemain qui seront de toute façon encore bien meilleurs. Pas forcément qui chantent, mais meilleurs. Et c'est là où il y a vraiment une connexion qu'on n'a jamais vue à ce point entre les valeurs d'un courant ou d'un mouvement avec ce qui est perçu comme les besoins de l'humanité à un moment donné. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que ce texte de la Fama Fraternitatis s'adresse aux savants, c'est-à-dire à tous les cultivés, à tous les érudits de l'Europe. Parce qu'il y a vraiment une mission, malgré cette vision universelle de la religion du cœur et de la gnose, quand même, qui correspondrait vraiment à un besoin d'une époque. Et ça va donner beaucoup d'idées, un grand nombre de mouvements qui vont, à partir de là, considérer qu'ils ont un rôle et une mission par rapport à leur époque et par rapport aux problèmes, notamment, qu'ils voient dans leur société. Donc, cette Fama Fraternitatis va affirmer un idéal collectif fondé sur l'illumination qu'elle prétend apporter à un monde troublé, un monde qu'elle va définir comme étant l'époque moderne enceinte d'un grand bouleversement. Et c'est là où il va y avoir cette première collusion entre une vision spirituelle et une vision plus politique. Cela va vraiment préfigurer l'esprit des Lumières du siècle suivant, donc du XVIIIe, et sa lutte contre les ténèbres et la barbarie. Donc,
c'est pour ça, là j'insiste, c'est vraiment un mouvement qui traverse la modernité et qui est un des éléments vraiment fondateurs de cet ésotérisme moderne. Alors, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette période de la Renaissance, donc qui nous a fait voyager entre le 15e et le 17e. Maintenant, deuxième partie, je vais voir qu'est-ce qu'on peut traiter, puisqu'on ne traitera pas aujourd'hui, on le traitera la semaine prochaine, c'est l'ésotérisme à l'ombre des Lumières. C'est-à-dire là, on avance et on arrive au XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières, où tous ces courants que nous venons de voir, donc l'hermétisme, la vision de Paracels, la théosophie de Boehme, vont se développer. Et en même temps, ça va continuer, mais il va y avoir un autre contexte, qui est la mentalité, donc de l'esprit des Lumières, on dit, où de plus en plus se développe cette confiance grande dans la puissance de la raison pour libérer l'homme justement de ses chaînes. Développement de la science et développement d'une vision plus, comme on disait tout à l'heure, aristotélicienne ou rationnelle du monde. Alors, il n'empêche que cet ésotérisme va continuer. C'est quand même là une vitalité, on pourrait le constater, assez grande. Donc il va continuer, mais comme je le dis, à l'ombre des Lumières. Il veut proposer une autre lumière. Et c'est justement l'époque, à la fin du XVIIIe, qu'on va appeler l'époque de l'illuminisme. L'illuminisme, qui est un courant à part entière, qui va se développer de 1770, vous voyez déjà à l'aube de la Révolution française, jusqu'en 1815. Et un des représentants illustres de cet illuminisme, c'est un Suédois qui s'appelle Emanuel Swedenborg. Swedenborg. Comment on dit Oui, il y a le mot Suède dans son nom. C'est incroyable. C'est formidable. C'est ça la science des correspondances. Alors, mais lui, par contre, c'est pas un nom d'emprunt. Hein. C'est pas comme Paracels. Alors, Swedenborg, donc ses dates 1688-1772. Alors lui, c'est un savant. Et c'est un schéma assez courant finalement. C'est un savant qui se consacre aux sciences dites dures, jusqu'en 1745, quand il vit, encore une fois, un épisode un peu extatique ou visionnaire. Il a des rêves, il a des visions, et il va donc abandonner un petit peu cette étude des sciences dures pour se consacrer à l'étude de l'ésotérisme. Et il va devenir un des grands représentants de la théosophie, dans le prolongement de ce qu'a créé Boehme. Alors il écrit une œuvre célèbre, Arcana Celestia, les arcanes du ciel, où il va consigner tous ses entretiens avec les anges, puisque c'est quelqu'un qui communique avec les anges, il a de la chance. Et il va aussi développer toute une description de la géographie du monde invisible. Donc il va décrire la géographie du paradis, de l'enfer, mais aussi des corps subtils de l'homme. Et son œuvre contribue à continuer à diffuser largement l'idée de correspondance entre les sphères naturelles, humaines et divines. Cette pensée de Swedenborg va vraiment irriguer toute l'Europe dès les années de la parution de son œuvre, et une influence énorme, notamment sur la littérature du XIXe. Alors, la littérature romantique du XIXe, mais aussi nos poètes français, comme Gérard de Nerval, Baudelaire, dont vous connaissez tous le fameux poème
correspondance. La nature est un temple. Où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Bon, c'est un très beau poème, correspondance, bon, qui donne une idée dont les poètes se sont inspirés de cette notion de correspondance, vous voyez, qui est clé, où tout dans l'univers se répond. Très, très, très beau poème. Et voilà, la vision de Swedenborg est assez proche de celle-ci. Alors, je vous ai choisi un extrait. Voilà. De Swedenborg, Le ciel, ses merveilles et l'enfer. Où c'est très clair, cette idée toujours de correspondance. L'homme ignore aujourd'hui ce qu'est la correspondance. La principale raison de cette ignorance est que l'homme s'est éloigné du ciel par l'amour de soi et du monde. Les anciens ont agi autrement. La science des correspondances fut la principale de toutes les sciences. Sans la perception de ce qu'est la correspondance. Vous voyez, là, il commence à insister sur le fait que voilà, cette vision commence à se perdre. Commence à se perdre parce que on commence à couper les choses, à isoler les éléments du savoir, et on voit que là, la méthode de Descartes commence pas à dater, mais à être de plus en plus influente, où on coupe le monde. Relisez les principes de la méthode de Descartes. On découpe en autant de parcelles qu'il est capable de comprendre, et on part du plus simple pour aller jusqu'au plus compliqué. Mais on découpe le monde pour pouvoir le comprendre. Et ça va exactement à l'envers de toute cette science des interdépendances, des interconnexions et des correspondances, où chaque élément tire son identité, son rôle de la relation qu'il a avec les autres, et qui, en tant que tel, de manière isolée, n'est rien. Donc là, vous voyez, l'homme ignore aujourd'hui ce qu'est la correspondance. Donc il y a alerte. Alerte. Parce que sans la perception de ce qu'est la correspondance, ça c'est Swedenborg qui parle, on ne peut avoir aucune notion claire du monde spirituel, de son influx dans le monde naturel, du spirituel relativement au naturel. Ni aucune notion de l'esprit de l'homme, qui est appelé âme, de son opération dans le corps, ni de l'état de l'homme après la mort. Il faut décrire par conséquent ce qu'est la correspondance. Voilà. Ce qui était évident, quelque part, ce qui était largement répandu comme idée, commence à s'oublier, à être ignoré, et donc il va falloir commencer à décrire ce qu'est la correspondance, parce qu'on a oublié. Cela préparera la voie pour ce qui va suivre. Le monde naturel correspond au monde spirituel, non seulement dans le commun, mais encore dans chacune des choses qui le composent. Chaque chose qui existe dans le monde naturel, d'après une chose spirituelle, est dite correspondante. Voilà, on retrouve la théorie de la participation de Platon, entre le monde sensible et le monde intelligible, dit d'une autre manière. Il faut savoir que le monde naturel existe et subsiste d'après le monde spirituel, absolument comme l'effet d'après sa cause efficiente. Donc là, il reprend un peu un élément aristotélicien, mais que le monde naturel, c'est-à-dire le monde tel qu'il nous est donné de voir, n'existe que par sa correspondance et son lien avec le monde spirituel, qu'il n'est rien en tant que tel. Absolument comme l'effet d'après sa cause efficiente. Donc,
c'est cet Emanuel Swedenborg qui va être à l'origine de cette pensée qu'on appelle illuminisme. Donc toujours fondée sur cette idée de lumière, lumière de la nature, et qui va donc se développer autour de cette notion d'illumination qui est comme une expérience spirituelle qui mène à la réintégration dans l'origine et l'unité des choses. La régénération de l'être humain qui va emporter avec lui la rédemption de la nature déchue dans son élan ascensionnel. Donc il va reprendre des choses déjà connues, déjà développées par d'autres que lui, mais avec ce sentiment presque d'urgence à le transmettre à une humanité de plus en plus ignorante et oublieuse de cela. C'est pour ça que je disais, comme Antoine Fel, que cette pensée ésotérique est une réponse de la modernité pour ne pas oublier un des deux pôles de pensée quand l'autre commence à prendre, disons, à devenir majorité. Donc, ça c'est très important. Et avant de fleurir dans le romantisme allemand du 19e, romantisme littéraire avec Goethe par exemple, ou philosophique avec Schelling, l'illuminisme va nourrir un certain nombre de courants, et en particulier les courants et les groupes maçonniques, qui vont là aussi trouver dans l'illuminisme une forte inspiration. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer, un peu rapidement par rapport à la maçonnerie, mais on le reprendra largement la semaine prochaine. Donc la franc-maçonnerie, donc deuxième volet de cette période de l'ésotérisme à l'ombre des Lumières, la franc-maçonnerie spéculative qui, elle, va naître à Londres, donc là on passe en Angleterre, en 1717. Cette maçonnerie spéculative naît à partir d'un texte fondateur qu'on appelle les Constitutions d'Anderson. Donc il y a toujours, comme pour la Rose-Croix, des textes fondateurs. Les Constitutions d'Anderson, du nom du pasteur qui les rédige, et qui vont paraître en 1723. Donc il y a soit 1717, soit 1723 comme date de naissance de cette franc-maçonnerie spéculative. Alors pourquoi on appelle cette franc-maçonnerie spéculative? Parce qu'elle va spéculer, pas spéculer À la bourse. à la bourse, mais elle va s'interroger, elle va réfléchir, elle va investiguer sur un certain nombre de sujets fort profonds, et on l'oppose, cette maçonnerie spéculative, à ce qui existe comme maçonnerie depuis déjà pas mal de siècles, qui est la maçonnerie opérative. Opératives, qui sont les fameuses confréries des tailleurs de pierre, des bâtisseurs de cathédrales, des confréries compagnoniques, qui ont été si importantes au Moyen-Âge, et notamment à l'époque des cathédrales, au siècle des cathédrales, 12e et 13e siècle. Dans ces confréries opératives, donc, étaient codifiées déjà des règles, des devoirs, les anciens devoirs, sorte de code professionnel et moral qui s'adressait donc aux francs-maçons, c'est-à-dire aux maçons, c'est-à-dire aux gens du métier, du bâtiment, la taille de pierre et tous les métiers autour de la construction des cathédrales, et qui étaient francs, c'est-à-dire qui étaient libres, d'où l'appellation franc-maçon. Donc, ça c'est la maçonnerie opérative qui existe depuis pas mal de siècles, où il y avait déjà donc des codifications, des règles, une sorte de code, on dit, professionnel et moral, où il y a déjà cette idée de fraternité, d'entraide, d'importance de la vertu morale, de la transmission du savoir, et une organisation déjà
des confréries entre les maîtres, les compagnons, les apprentis, hein, et toute cette maçonnerie opérative, évidemment très importante. Mais là, la naissance au XVIIIe de la franc-maçonnerie spéculative va être à la fois une continuité par rapport à la maçonnerie opérative, mais aussi une rupture par rapport à l'ancienne maçonnerie. Aujourd'hui, on veut dire, comme survivance de la maçonnerie opérative, on a le compagnonnage. Hein, les compagnons du devoir, voilà, avec cette tradition du tour de France, de l'œuvre, etc. Ça reste encore vivant, mais qui sont plus des continuités de la maçonnerie opérative du Moyen-Âge, qui, elle, tirait son enseignement et son existence aussi de l'Antiquité, puisqu'un des grands personnages importants dans cette maçonnerie opérative, c'était Euclide. C'était les mathématiciens de l'Antiquité. Bon. Donc, pour en revenir à la maçonnerie spéculative, donc, ces constitutions d'Anderson vont marquer une rupture par rapport à la maçonnerie opérative, dans le sens où la référence à la morale, à une sorte de morale universelle, va occuper désormais le premier plan. Donc c'est le côté éthique, humaniste, de tolérance, et l'affirmation d'une religion universelle en lieu et place du catholicisme. Donc c'est le côté évidemment éthique et aussi universel qui va prendre le pas par rapport à une maçonnerie opérative qui était extrêmement liée au métier de bâtisseur, de constructeur, métier bâtiment, la construction. Donc là, évidemment, ça va prendre toute une autre ampleur et je vais vous lire un tout petit extrait de ces constitutions d'Anderson. Aux temps anciens, les maçons étaient tenus en tout pays d'appartenir à la religion de cette nation, quelle qu'elle fût. Cependant, on estime maintenant plus convenable de les laisser libres de leurs opinions particulières et de ne leur imposer que cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Être des hommes bons et loyaux, d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations et croyances qui puissent les distinguer. Donc il n'y a plus cette obligation d'avoir la religion de son pays, mais voilà, une religion beaucoup plus large, universelle, autour de ces notions de fraternité, d'entraide et de vertu morale. Ainsi, la maçonnerie devient le centre de l'union et le moyen de promouvoir la véritable amitié entre des personnes qui eussent dû, sinon, rester perpétuellement séparées. Donc, ces constitutions d'Anderson vont développer aussi un fond tout à fait symbolique et mythique, puisqu'il va y avoir le symbolisme constructif des valeurs morales ou spirituelles. C'est-à-dire commence à apparaître cette idée qu'il s'agit de construire son temple, mais une construction du temple intérieur, avec les valeurs ou les vertus morales. Donc, il y a ce symbolisme du temple et de la construction qui là est on peut dire, une influence de la maçonnerie opérative, mais là qui est interprétée de manière extrêmement profonde et symbolique. La mise en place de grades et de degrés hiérarchiques au sein des courants et des loges qui se créent, et la mise en place d'un rituel symbolique précis. Donc là, il y a une sorte de mise en forme, d'organisation du mouvement maçonnique. Et au début du XVIIIe, on voit apparaître ce qu'on appelle la légende d'Hiram, Hiram, H-I-R-A-M, qui va reprendre le personnage biblique d'Hiram, qui est considéré comme un des architectes, ou l'architecte le plus important, du temple de Salomon à Jérusalem. Et là, il va y avoir une sorte de mythologisation du mouvement maçonnique, de symbolisme très très fort qui va s'ancrer dans cette symbolique du temple de Jérusalem.
Donc c'est une réactivation de l'ancien mythe fondateur de la maçonnerie opérative du Moyen-Âge, et qui va donc s'ancrer, vous voyez, dans le monde voilà, très ancien de la Bible, et pour certains même encore plus ancien de l'Égypte. Donc c'est la construction de son temple intérieur, le fait de travailler avec la pierre brute, et de peaufiner, affiner, transmuter cette pierre brute pour arriver à une pierre plus profonde et plus civilisée et plus harmonieuse, à l'image du temple extérieur. Et cette légende d'Hiram est vraiment, permet une filiation avec les temps antiques, et qui va être la base de la maçonnerie spéculative, qui va à partir de là se développer en de multiples courants, comme va le faire d'ailleurs le courant aussi primitif de la Rose-Croix, en autant d'obédience ou de courants différents, qui vont, parfois en tout cas concernant la maçonnerie, devenir de plus en plus variés, avec des prises de position parfois extrêmement différentes d'une loge à l'autre, mais là il va falloir attendre l'époque contemporaine pour cela. Voilà, c'est voilà, à peu près ce que je voulais vous dire de l'ésotérisme de la Renaissance et de l'époque des Lumières. Et la semaine prochaine, on verra donc le 19e, avec la philosophie et l'ésotérisme de la nature, et tous les courants ésotériques, enfin tous, une grande partie des courants ésotériques du XXe siècle.